bonsoir et bienvenue dans l'univers d'Halloween. Nous allons explorer certaines traditions d'Halloween au travers différents pays et différents protagonistes, chacun ayant vécu une histoire particulièrement effroyable à cette période si particulière de l'année. Nous allons suivre ce soir Alicia à Hawaï. Cette année, j'ai voulu passer un Halloween plus original et surtout au soleil, pour profiter une dernière fois de la douceur et de la chaleur de l'été avant d'entrer dans la rigueur de l'hiver. Parce que tout l'hiver, je travaille dans les équipements et franchement, c'est une période très chargée et très froide. Et je suis pas tellement fan de l'hiver. Donc, direction Oahu à Hawaï. Parce que j'ai appris que sur cette île, une ville organise un événement assez particulier à l'occasion d'Halloween. L'exploration d'un lagon hanté. Une incroyable activité sur laquelle je vais parcourir les eaux dans l'obscurité la plus complète à la recherche d'une maison hantée. Bien entendu, tout le parcours est jalonné d'animations terrifiantes et plutôt originales. Il y a aussi la plantation hantée et la visite des légendes des fantômes de l'île. Je ne savais pas encore à ce moment-là que c'était une très mauvaise idée et que ça allait me pourrir mes vacances et me pourrir la vie. Je suis arrivée assez tôt le matin, toute excitée par l'aventure qui m'attendait. Et en plus, le thermomètre affichait déjà 26 degrés. Un ciel d'un incroyable bleu et un magnifique soleil, promesse d'un magnifique séjour. Mon planning était déjà bien rempli. Pour commencer, tranquille, un peu de repos à la plage. On profite bien, on se repose et puis on attaque les festivités. Un bon repas de crustacés et de poissons frais, puis la visite des lieux légendaires, la plantation hantée et pour finir, le lagon de nuit avec le parcours finissant par la maison hantée sous-marine. La plantation hantée fut vraiment un moment frissonnant. J'ai apprécié me balader entre les grandes cannes à sucre dans cette obscurité et me faire surprendre par tous ces personnages en costume qui nous attendaient à chaque recoin. L'ambiance était franchement réussie, c'était une activité très plaisante. Et puis voilà, le moment tant attendu, le lagon. J'y étais. J'allais aller de nuit dans le lagon, plonger dans l'obscurité. Puis j'étais surtout ravie d'être la dernière à me lancer. Je me disais que je serais seule sur le parcours. J'ai reçu de rapides instructions. Alors bien sûr, c'est ironique. Et sur le moment, j'y ai pas vraiment prêté attention. D'autant que je comprenais franchement pas tout. Alors, il y avait une longue liste de règles associées à des schémas explicatifs auxquels je n'ai pas vraiment prêté attention. Donc, et même si l'animateur a insisté pour que je prenne cela au sérieux, moi j'étais surtout pressée de commencer. En même temps, qui lit les instructions avant de faire un jeu ou de monter dans un manège? Je me disais, c'est accessoire, ils en font toujours trop. Et c'est comme ça, moi, que je voyais ma plongée. Une attraction touristique, au même titre qu'une fête foraine. Et j'ai même pas tilté quand j'ai signé un formulaire de décharge de responsabilité. Oui, alors si j'avais été un petit peu plus concentrée, un peu moins impatiente, j'aurais trouvé ça un peu curieux. Mais là, je me suis contentée de signer sans trop regarder ce que je faisais. Et je me suis dépêchée de m'installer dans la petite embarcation. On m'a tout de même donné une petite bouteille de plongée pour la fin de la randonnée nocturne. Le petit canot était plutôt mignon. Il avait un aspect à la fois traditionnel et horrifique. Il était décoré, c'était un petit canot tout noir, décoré de petites têtes de mort avec tout de même une petite
torche fixée sur l'avant qui permettait d'avoir un petit peu de lumière. Simplement, la déception. J'allais pas être seule, contrairement à ce que j'avais pensé au début. Un autre groupe de touristes allait prendre le canot avec moi à la recherche de la maison hantée. Moi qui étais ravie d'être seule sous les étoiles, avec une eau à 26 degrés à mes pieds. Dommage. Alors du coup, je me suis installée à l'arrière avec une idée bien précise en tête. Je me suis dit que je trouverais bien un petit moment pour me glisser discrètement dans l'eau, quitter le canot et continuer tranquillement le parcours à la nage. Après tout, avec une eau à 26 degrés, il y a pire. Ça allait être franchement agréable de me promener dans cette eau douce, tranquillement, à la recherche de cette maison et de quelques frayeurs. Le canot a commencé le circuit, si je puis dire, parce que vu que c'était surtout une grande zone délimitée par quelques grandes torches surgissant des eaux sombres dans l'obscurité de la nuit, ça donnait un côté poétique. Les reflets des flammes donnaient une ambiance encore plus mystérieuse au lagon qui était très très calme. C'était vraiment un décor fantastique. La balade commence et puis soudain, 3 horribles clowns surgissent de l'eau. Une fois l'effet de surprise retombé, c'est une étrange brume qui est apparue juste au-dessus de la surface brillante de l'océan. C'est là que je me suis dit, c'est le moment parfait pour me mettre discrètement à l'eau, ce que je fis bien entendu. Quelle merveilleuse sensation! Et me voilà partie à la recherche de cette fameuse maison hantée, me demandant ce qui m'attendait pour mon périple. Après les clowns et la brume, je me suis retrouvée face à un fantôme. Un fantôme très bien fait, un fantôme de vieil homme, et surtout, juste après, j'ai bien cru que j'allais mourir lorsque j'ai aperçu des ailerons de requin me foncer droit dessus. Et j'ai commencé à paniquer, mais bien sûr, ils étaient faux. Une fois que j'avais récupéré et repris un petit peu mon souffle, j'ai continué à nager dans les eaux sombres recouvertes de brume. Au bout de 15 minutes à nager dans l'obscurité, je commençais à angoisser. Je n'avais plus aucune trace du canot, je l'avais perdu de vue avec l'attaque des requins fantômes. Et je me demandais dans quelle direction je devais aller. Parce que malheureusement, avec la brume, les lueurs des torches étaient dissipées et les distances complètement perturbées. Donc j'avançais à l'aveuglette quand soudain a surgi de l'eau une espèce de forme étrange. Je n'ai pas su ce que ça devait représenter, mais ça m'a fait une bonne frayeur. Et là, j'ai aperçu de nouvelles lueurs qui avaient l'air de provenir d'en dessous de la surface de l'eau cette fois. Et je me suis dit, ça y est, j'ai enfin trouvé la maison hantée. J'ai donc attrapé ma petite bouteille, je me suis équipée et j'ai plongé. Je croisais quelques poissons, mais la visibilité était... franchement, c'était pas trop ça. Je ne sais pas avec quoi ils éclairaient la maison, vu que forcément les torches sous l'eau, ça fonctionne pas. Mais les lueurs étaient semblables à des lueurs de feu. Ils avaient dû utiliser des petites LED protégées. Au fur et à mesure que j'avançais, je commençais à apercevoir la maison. Très bien faite. Et qu'est-ce qu'elle faisait là en même temps? Ils avaient vraiment construit une maison sous l'eau juste pour un jour dans l'année? Et là, j'ai senti quelque chose frôler mon pied. J'ai eu peur, je me suis retournée, mais c'était qu'un poisson. Heureusement. Je me suis dit que si je commençais à avoir peur d'un simple poisson, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça de me diriger vers la maison hantée. En même temps, j'étais là pour ça. Alors je continue d'avancer. Et là, j'ai croisé un autre poisson bien plus gros. Et j'avoue que il m'a fait peur. Je m'attendais pas à voir un aussi gros poisson. J'ai continué à avancer et j'ai remarqué quelque chose qui m'a étonnée. Il n'y avait aucun autre touriste.
Alors oui, j'étais contente d'être seule. En même temps, je trouvais ça curieux. Ils étaient passés où? Tous ceux qui étaient sur le canot et les canots précédents. Ils avaient déjà fini leur excursion. En même temps, je voulais trouver ma maison. J'ai trouvé la maison. Donc je m'avance doucement. Et là, je commence à l'observer. Je fais le tour à la nage. Un peu plus au loin, derrière la maison, j'ai aperçu comme une silhouette blanche. Curieuse, j'ai décidé d'aller voir. Et lorsque j'ai été assez proche, je l'ai vue. Elle était de dos, ses cheveux longs flottants, puis elle s'est retournée d'un coup et m'a foncé dessus. Et son visage, j'étais tétanisée. Elle a poussé un cri qui, déformé par l'eau, m'a paru à la fois tellement menaçant et si triste. Terrifiée, j'ai voulu nager dans le sens opposé, mais elle était encore là. J'ai essayé de me diriger vers la lueur provenant de la maison hantée, avec l'idée de m'y réfugier, mais je n'arrivais pas à l'atteindre. J'étais perdue dans l'eau avec cette entité menaçante, au visage tellement écorché et comme déformé par la souffrance qu'il était difficilement regardable. Et il n'y avait absolument personne. Plus aucun touriste, plus aucun acteur. Juste moi et cette chose. Puis, le temps s'en est mêlé. D'un seul coup, des trompes de pluie sont mis à tomber. Des vagues ont commencé et l'entité m'a foncé dessus. Et puis, aucun souvenir. Je me suis réveillée en soins intensifs à l'hôpital. La maison hantée que j'avais vue était en fait une maison qui s'est retrouvée sous les eaux lors d'une très forte tempête. Et apparemment, j'ai entendu une infirmière qui parlait d'une histoire d'une femme qui aurait fait un trash dress donc dans sa robe de mariée et ça aurait mal tourné. J'ai sûrement vu son fantôme. En tout cas, je ne suis pas prête de recommencer une telle expérience. Bonsoir les crépinotes. Ce soir, c'est une histoire un petit peu différente puisque elle n'est pas de moi, mais elle est de Fabs, le merveilleux conteur des histoires de l'autre monde qui a écrit cette histoire et que je vais vous conter ce soir. Voilà, maintenant je laisse place à l'histoire. L'instinct de survie. Tout le monde sait ce que c'est, par des documentaires, des émissions, des films ou des séries. Mais combien l'ont vraiment expérimenté? Combien se sont retrouvés à ne pas avoir le choix d'avoir recours à des solutions extrêmes pour être certains de voir le jour se lever un jour de plus? Oubliant cette éthique, cette presque humanité qui est censée symboliser notre espèce aux yeux du monde, dont la majorité ignore même ce qu'est vouloir vivre à n'importe quel prix. Ces moments particuliers où rien d'autre n'a d'importance que sa vie, avant toute considération de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui doit se faire ou non, ne voyant plus que le faible espoir, parfois même très fébrile, pouvant nous permettre par des actes où la décence et l'humanisme n'a plus aucun pouvoir sur notre besoin de vivre. Croyez-moi, ces gens-là, prêts à renoncer à tout ce qu'on leur a enseigné à l'école, à ignorer la bienséance, le politiquement correct, la dignité de soi, ils ne sont pas si nombreux. Et je parle en connaissance de cause, pour avoir été confronté à l'un de ces instants où on se dit que tout est perdu, que l'on va forcément mourir. Sauf si on abandonne tout ce qui fait de nous des êtres humains. Si on retourne à un état primitif et sauvage où rien autour de soi n'a plus autant d'importance que celui de continuer à vivre, quel qu'en soit le prix. Mais je ne me suis pas présentée. Je me nomme Darla Carter. Oui, cette même Darla Carter dont le visage a inondé les couvertures des magazines des mois durant.
la Darla Carter, qui a été autant un modèle de femme forte et combattante, qu'on l'a détestée et abhorrée pour ses actes proches du barbarisme. Non, ce n'est pas le mot exact qui a été employé en fait. Utilisons le vrai terme, celui que beaucoup n'ont pas osé évoquer, de peur de perdre la moitié de leur lectorat habituel, celui de cannibalisme. Car oui, pour pouvoir parler de mon histoire aujourd'hui, pour être devenu un modèle pour des milliers, voire des millions de femmes, et aussi d'hommes à travers toute la planète, j'ai dû recourir à ce que certains anthropologues vous désigneraient comme un mode de vie, mais qui n'est ni plus ni moins considéré comme monstrueux par d'autres millions de personnes. Je préfère être claire. Je me fous de ce que l'on a pensé de moi quand j'ai pu être en mesure de raconter mon histoire. Je me fous encore plus que certainement un grand nombre d'entre vous n'aient pu me voir que comme un exemple typique de sauvagerie portée à l'extrême. Moi, tout ce que je vois, c'est que grâce à ce que j'ai eu le courage de faire, oui, je parle bien de courage, grâce au fait d'avoir mangé mon propre corps, j'ai survécu. Je devine que ces derniers mots ont dû faire remonter le déjeuner de certains et certaines d'entre vous, ne connaissant pas encore mon histoire. Et ce n'est pas une image. J'ai bien utilisé les mots « manger mon corps ». Certains y voient du cannibalisme pur. D'autres préciseront que, vu que je n'ai pas mangé quelqu'un d'autre que moi, ce n'est pas tout à fait du cannibalisme. Juste une technique comme une autre de trouver de la nourriture là où il y en a. Pour pallier le manque d'autres formes de subsistance. Ceux qui viennent de vomir dans un coin, vous pensez vraiment que j'ai fait ça par pur plaisir de savoir ce que ça fait de croquer sa propre chair? Que j'ai apprécié voir les parties de ce qui faisait de moi un être humain partir en même temps que diminuer mes 2 jambes et mon bras gauche pour pouvoir survivre? Eh bien, permettez-moi de vous dire que ça n'a pas été le cas. Loin de là. Si j'avais pu avoir ne serait-ce qu'un soupçon d'une autre solution, j'aurais eu recours sans la moindre hésitation. Seulement, voilà, je n'avais pas d'autre choix. Ceux qui ne sont pas encore sortis après ce que je viens de vous énoncer, peut-être que vous aimeriez savoir comment moi, une simple adepte du trek, j'ai pu me retrouver dans la situation de m'auto-déguster. Vous êtes certain de vouloir connaître absolument chaque étape, sans vous enfuir en cours de route pour rejoindre les autres qui ont changé de couleur de peau, passant du rose peau au blême cadavre? Très bien. Après tout, qu'est-ce que ça change pour moi de raconter à nouveau une histoire que beaucoup ont tenté d'oublier? En tout cas dans ses moindres détails. Il est vrai qu'en voyant mon aspect aujourd'hui, on peut avoir du mal à croire qu'il fut un moment où je n'étais quasiment plus qu'un buste avec un bras et une tête, me demandant si les hommes portant des croix rouges sur leurs vestes étaient réels, ou s'ils étaient issus de la folie qui s'était emparée de moi au fur et à mesure que j'avais avalé ma chair, les jours précédant mon sauvetage inespéré, grâce à la technologie que je haïssais. Quelle ironie quand j'y pense encore en cet instant. Moi qui n'ai jamais voulu voir un ordinateur passer la porte de ma maison, j'ai été sauvé in extremis par un appareil dans mon corps. Ce pacemaker que je tentais d'ignorer chaque jour, c'est à lui que je dois de vous parler aujourd'hui. À lui que je dois d'avoir reçu les soins qui m'ont permis de ne pas succomber à la mort qui m'attendait inexorablement. À lui enfin que je dois d'avoir de nouveau des jambes et un bras neuf. Des membres que je n'ai pas encore maîtrisés et qui me rappellent le calvaire que j'ai dû endurer pour pouvoir me trouver debout dans cette salle devant vous. Moi qui avais horreur de toute forme de modernisme trop poussé, que je trouvais puéril et inutile. J'en suis parsemé maintenant, faisant de moi un de ces cyborgs dont raffole le cinéma de science-fiction. La différence avec eux, c'est que je n'ai pas d'armes sophistiquées sortant de mes doigts ou de l'intérieur de mes cuisses. Et je ne peux pas non plus soulever des camions de 30 tonnes. Mais assez parlé du présent.
Ce qui vous intéresse à l'heure actuelle, c'est de savoir mon aventure, savoir pourquoi j'ai dû dévorer près de la moitié de mon corps pour garder l'espoir de revenir à la civilisation. Alors, assez tourné autour du pot. Voilà mon histoire. Comme je vous l'ai dit au début, je suis une passionnée du trek, en particulier les montagnes les plus escarpées possibles. Celles où personne ne veut aller parce que c'est considéré comme beaucoup trop risqué. Mais moi, j'ai toujours été une casse-cou depuis mon plus jeune âge. Du genre à escalader une pyramide faite de chaises branlantes, bassines, poufs et autres objets pas faits pour ça, juste pour pouvoir atteindre le placard que mes petites jambes ne pouvaient pas atteindre toutes seules. Vous allez penser que c'était pour obtenir les cookies cachés dans une boîte en fer par ma mère, pour éviter qu'ils finissent en un après-midi au fond de mon estomac. Eh bien, vous avez tout faux. Les sucreries et moi, on n'était pas très copines, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Ce numéro de cirque improvisé, c'était juste pour savoir si je pouvais le faire. Si vous aviez vu la tête de ma mère quand elle m'a vu en haut de mon échafaudage qui tremblait de partout. Quand je repense à tous les coups similaires que j'ai faits à cette époque, que je ne pourrai jamais refaire. En tout cas pas de la même manière. Mon frère, c'était tout le contraire. C'était mon fan numéro 1. Il m'encourageait même à faire toujours plus de défis improbables. Et moi, il ne fallait pas me le dire 2 fois, je peux vous l'assurer. Enfin bref, ça c'était pour vous dire que dès ma naissance, mes gènes étaient faits pour pratiquer l'aventure extrême. Tout en grandissant, je me suis adonnée à toutes sortes d'activités qui faisaient ressortir mon côté trompe-la-mort, comme on dit familièrement. Parachute ascensionnel, saut à l'élastique, kitesurf, snowkite, speedriding, kayak de rivière. Je crois que j'ai fait à peu près tout ce qu'il y a de plus dangereux qui existe. Et puis mon frère, jamais à court d'idées, m'a fait découvrir le trek. Mais pas le pépère qu'on fait entre amis sur des parcours scénarisés au point de faire ennuyer un hyperactif chevronné. Non, ça, je le laissais à papy et mamie. Moi, je m'intéressais au trek sauvage. Celui qui est interdit, en tout cas fortement déconseillé, parce que personne n'aura l'idée de venir vous y chercher. Celui où on passe par des endroits absolument pas conçus pour qu'un être humain sain d'esprit s'y aventure, à part moi bien sûr. Ce jour-là, j'ai décidé de parcourir un pic réputé si dangereux à cause d'éboulements fréquents et de terrains instables, qu'il était même référencé comme tel dans les guides touristiques, et passible d'amende si quelqu'un était assez fou pour tenter de l'escalader. Mais étant une femme, je ne me sentais pas concernée par le thème indiqué pour décourager les aventuriers trop téméraires, au mépris de tout danger. Pour éviter tout souci avec le garde de la police montée, chargé de faire respecter l'interdiction, je suis partie de nuit, mon sac avec mon barda à l'intérieur sur le dos, portant une tenue sombre pour mieux me fondre dans l'obscurité et accentuer mes chances de ne pas me faire prendre. Une fois hors de portée de toute cabane portant le symbole des forces de la loi canadienne, je m'habillai avec une tenue plus adaptée pour mon escapade et surtout plus légère. La tenue en spandex utilisée pour parvenir au pied du pic m'avait été utile, mais je n'ai jamais été à l'aise dans ces tenues moulantes qui gênent les mouvements plus qu'autre chose. Alors, une fois mise en condition, j'ai commencé à grimper le pic, direction le sommet, en mode extrême évidemment, c'est-à-dire sans piquet d'ascension, sans corde ou autre accessoire contraire au sens même du mot trek extrême, histoire de rajouter encore plus de piment à mon entreprise. Pendant 2 jours, je suis passée par des ravines si étroites que même un écureuil aurait eu peur. J'ai grimpé des parois si abruptes qui auraient donné des sueurs froides à un alpiniste chevronné, parcouru des sentiers si friables qu'on aurait dit qu'ils étaient faits en papier mâché. Bref, c'était le pied total. Et puis, je suis arrivée au point le plus critique du lieu, le couloir du diable.
Autrefois, en tout cas si on en croit les quelques infos que j'ai rassemblées avant mon expédition, cet endroit était un sentier comme les autres. Mais un glissement de terrain l'avait transformé en un trou béant qui aurait fait faire demi-tour aux plus aguerris des explorateurs, aventuriers et peut-être même fous suicidaires. Il ne restait en tout et pour tout, pour rejoindre l'autre côté du sentier, que la paroi du pic, où s'entremêlaient roches tranchantes, affûtées par l'érosion depuis des siècles d'existence du lieu, mousse glissante et anfractuosité que même une souris n'aurait pas pénétré, même en cas de danger absolu. Mais il en fallait plus pour inquiéter quelqu'un comme moi. J'ai imprégné de talc mes mains et mes jambes, le seul artifice que je m'autorisais. Et j'ai commencé à agripper la paroi avec le vide sous moi. Tout juste pouvait-on apercevoir un petit promontoire quelques mètres plus bas, surplombant le sentier officiel que j'avais traversé le jour précédent. J'avais tout prévu pour vaincre ce passage, sauf l'imprévu. Comme à chaque fois que je m'engageais pour un tel défi, j'avais vérifié les prévisions météo, histoire d'être sûr de ne pas me retrouver sous une pluie battante qui aurait rendu le passage bien trop impraticable, car trop glissant même pour moi. Il n'était prévu aucun vent non plus, et il y avait un soleil magnifique qui semblait m'encourager à continuer pour que je le voie à son zénith une fois que j'aurais atteint le sommet. Mais j'avais en quelque sorte défié le pic par mon hardiesse. C'est ce que vous direz les plus superstitieux et surtout réfractaires à une équipée solitaire telle que la mienne. Et le pic a fait en sorte de m'envoyer un signe, afin de me prouver qu'on ne peut jamais défier le destin sans en subir les conséquences. Et ce signe avait la forme d'un aigle royal qui se mit à foncer vers moi, visiblement peu admiratif de ma tentative d'exploit. J'ignore pour quelle raison exacte il s'est mis à me prendre pour cible, mais le plus logique serait de penser que son nid devait être tout près de l'endroit où je me trouvais, et qu'il m'a vu comme un danger pour ce dernier. Un intrus qu'il fallait écarter du périmètre de celui-ci. Je parvins à résister aux 2 premières attaques, recevant des griffures très profondes sur mon bras gauche de ces serres, faisant couler du sang en abondance dans le vide et m'affaiblissant sévèrement. Je tentais de me dépêcher de traverser afin de contrer une nouvelle attaque qui, je le sentais, pourrait me mettre dans un danger loin d'être négligeable. Pour la première fois de ma vie de casse-cou, j'avais peur. Et je perdais de l'assurance dans mes gestes, glissant sur du lichen et me rattrapant de justesse auprès d'une aiguille rocheuse, mais entamant la chair de ma pomme par la rudesse avec laquelle je l'avais apposée sur la surface de la roche. C'est ainsi que, dans cette position plus qu'inconfortable, je me trouvais quand je vis l'aigle foncer à nouveau vers moi, les serres en avant, ses yeux ne laissant aucune équivoque quant à sa détermination de me faire lâcher prise. Était-ce un réflexe inconsidéré ou simplement de la peur? Toujours est-il que, alors que l'aigle n'était plus qu'à quelques centimètres de moi, je lâchai presque instinctivement mes mains de l'aiguille rocheuse à laquelle j'étais agrippé en suspens, et je plongeai dans le vide. J'ignore combien de temps dura réellement ma chute, mais elle me parut des heures entières. Je voyais ma vie défiler devant mes yeux, comme une pellicule se déroulant soudainement, aussi rapidement que durait ma descente imprévue. Je fermai les yeux, pensant ma dernière heure finalement arrivée, afin de ne pas avoir comme dernier souvenir la vue du sol où je me dirigeais, pensant me retrouver à l'état de bouillie humaine, au pied du pic, ramassé tel de la pâtée à chat une fois atterri. Et là encore, le destin capricieux décida de modifier ce que j'envisageais du futur funeste qui se dessinait à chaque seconde de ma chute. J'atterrissais sur le promontoire situé juste avant le sentier,
que ma peur avait fait plus ou moins effacer de ma mémoire, oubliant qu'il était là, bien avant le pied du pic. La douleur en frappant le sol fut d'une intensité difficilement descriptible. J'eus l'impression qu'on m'avait écrasé avec une presse hydraulique et je perdais connaissance sous le choc. À mon réveil, mes yeux embués recherchaient à comprendre où je me trouvais. Il me fallut plusieurs minutes avant de me rappeler de ce qui m'avait fait amener sur ce promontoire, situé à flanc du pic. À quelques mètres, une sorte de petite caverne semblait être un abri providentiel. Je tentai de me relever, mais je ressentis une douleur au moins aussi horrible que lors de ma chute sur le sol de ce promontoire, venant de ma cheville droite. Je regardai dans sa direction, et ce que je vis n'avait rien de réjouissant quant à la suite des événements. Mon pied était retourné à 90 degrés, et on voyait un os ressortir de l'ouverture formée, laissant s'écouler du sang à profusion. Je cherchai mon sac, qui avait dû tomber en même temps que moi, espérant qu'il ne soit pas tombé plus bas. Mais, miracle, je l'aperçus, tout près de la petite grotte aperçue quelques minutes auparavant. Bien que parsemé d'une douleur abominable, je me traînai jusqu'à lui, me déplaçant sur le sol à la manière d'un serpent, mais sans l'ondulation propre à cette espèce animale. Au prix d'un intense effort, où je serrais les dents pour contrer la douleur qui m'assaillait, je parvins à mon sac. Cherchant de quoi faire une attelle improvisée, ne serait-ce que pour atténuer un peu le mal. Le temps pour moi de me glisser vers la grotte, où je serais au moins à l'abri, et où je pourrais mieux analyser l'ampleur de ma blessure, et peut-être trouver quelque chose qui me permettrait de remettre l'os et le pied en place et cautériser la plaie. Vous imaginerez sans mal à quel point il fut difficile de faire cette réparation de fortune, pensant défaillir à chaque pression exercée sur mon pied déformé. Mais mes efforts furent payants. Et bien que je crus défaillir plusieurs fois, j'arrivai à atteindre par la suite la fameuse petite grotte, où je m'introduisais, poussant mon sac devant moi, avant de m'adosser à l'une des parois de la cavité. Je fermai les yeux à nouveau, respirant fortement, essayant de réguler celle-ci et tentant de ne pas succomber à la panique. Presque sans m'en rendre compte, je m'assoupissais et finissais par m'endormir peu à peu, harassé par cette suite d'efforts intenses et de peur totale, comme je n'en avais jamais eu dans toute ma vie d'aventurière de l'extrême. Les nerfs, l'angoisse, la testostérone, ou que sais-je encore, étaient sûrement à l'origine de ma fatigue prononcée. Quand je me réveillai, je pus mieux mesurer les dégâts. C'était bien pire que je l'imaginais. Je ne sais pas si c'était l'attelle ou le fait de m'être traîné jusqu'à cette grotte, mais j'avais l'impression que la déchirure de la peau faisant ressortir l'os était encore plus large qu'avant. Le fait d'être à nouveau consciente me fit à nouveau ressentir une douleur énorme. Je pleurais en voyant l'état de mon pied, synonyme de la fin de ma carrière. Je savais qu'il n'y avait rien que je puisse faire. Seul un hôpital et des médecins compétents auraient eu ne serait-ce qu'une infime chance de sauver ce qui restait de mon pied. Mais ici, loin de toute civilisation, sans aucun moyen de communication, la faute à mon rejet de cette technologie que je détestais, je devais me résoudre au fait que je devais désormais vivre avec un pied. Mais ce n'était pas le plus inquiétant. J'avais bien quelques rations dans mon sac et 2 bouteilles d'eau, mais ça me permettrait de tenir tout juste quelques jours, même en me rationnant. Personne n'était au courant de ma venue ici, à part mon frère, à qui j'avais parlé à demi-mot de mon expédition.
mais même en supposant qu'il s'inquiète suffisamment pour prévenir les secours, comment ceux-ci parviendraient-ils à me localiser, sans GPS, sans la moindre balise en ma possession pour les guider, surtout en un endroit normalement totalement inaccessible pour un être humain. Je devais ma présence à ma chute. Jamais il n'aurait l'idée de me chercher à cet endroit. Et surtout, comment ferait-il pour y accéder? Quelques heures plus tard, alors que mon désespoir était au plus haut, je pris une résolution. Puisque personne ne pouvait venir, et que de toute façon mon pied était foutu, aussi pour éviter toute gangrène d'infecter le reste de ma jambe, je décidai de couper ce foutu pied qui m'empêchait de me déplacer sans hurler de douleur. L'os était déjà en partie ressorti et à moitié cassé. Cela ne me serait pas tellement difficile de briser l'autre partie. Et mon couteau de chasse que j'avais dans mon sac serait l'outil parfait pour couper le reste. Mon zippo servirait à cautériser le moignon. Ce furent des moments de souffrance abominables. Je dus briser le reste de l'os avec une grosse pierre parmi celles qui m'entouraient. Plusieurs fois, je faillis tomber dans les pommes, tellement la douleur était horrible. Mais je parvins finalement à mes fins, mettant fin à mon calvaire. Dorénavant, je pouvais me déplacer, n'ayant plus ce poids douloureux à traîner, et je me servais d'une grande branche issue d'un petit arbre poussant en dehors de la grotte en guise de canne. Au fil des jours, je découvrais des substituts à la nourriture, ayant épuisé les réserves contenues dans mon sac, sous la forme de mousse comestible agrippée aux parois de la grotte, et au fond de celle-ci, je découvrais une sorte de petite retenue d'eau naturelle, sans doute formée par une rivière souterraine au cœur du pic. Une bizarrerie de la nature dont j'avais entendu parler en consultant des documentaires portant sur les mystères de la géologie. À l'origine, ce devait être un affluent au grand fleuve jouxtant le pic, avant que celui-ci ne se forme il y avait plusieurs milliers d'années. Celui-ci, en s'élevant et en devenant ce qu'il est aujourd'hui, a emprisonné cette retenue d'eau en son sein, me permettant de régler le problème de l'eau. Cependant, au bout de 2 semaines de ce traitement, je ne trouvais plus trace de mousse, d'insectes, comme il entraînait parfois au sol, ni de racines pouvant servir d'alimentation de fortune. Je commençais à désespérer à nouveau, quand une idée folle me vint à l'esprit. Je me rappelais d'un documentaire sur une tribu de cannibales, ces tribus primitives se nourrissant de chair humaine, expliquant l'importance de la cuisson de la viande, car à l'état cru, celle-ci était incroyablement toxique et pouvait générer des maladies parasitaires. Je regardais alors les vestiges de mon pied, coupé plusieurs semaines auparavant. Je ne pouvais pas envisager de me nourrir de sa chair, car elle était devenue avariée et donc totalement immangeable. Je me rappelais de ma blessure sur la pomme. J'avais rouvert celle-ci un nombre incalculable de fois en recueillant les mousses, racines et autres. Et je passais le plus clair de mon temps à la penser régulièrement. De ce fait, en enlevant la croûte formée, je pourrais avoir accès à de la chair fraîche pour m'essayer à ce type d'alimentation qui me tendait les bras, et les dents, et surtout l'estomac. J'enlevai le bandage recouvrant ma blessure, posant celui-ci sur le dessus de mon sac, et entrepris d'enlever la croûte brunâtre qui recouvrait cette dernière, que je jetai au sol. Déjà, un mince filet de sang ressortait au creux de ma main, en dessous duquel cette chair semblait m'appeler à la goûter. Je tremblais à l'idée de m'adonner à cet acte, mais cela faisait plus de 5 jours que je n'avais pas mangé quelque chose de décent,
Et l'idée de cette solution, aussi répugnante soit-elle, était peut-être la réponse à ma question de nourriture. Je posai d'abord un doigt sur le sang qui s'étalait au centre de ma main blessée, pressant légèrement afin d'en imprégner mon doigt. Frissonnante, ma main se hissa, suivant ma volonté, à la hauteur de ma bouche. Je glissai mon doigt à l'intérieur, déposant le liquide rouge sur le dessus de ma langue, puis avala. Le goût était horrible. Je ressentais son côté poisseux, son arrière-goût, du moins au début. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne voulais pas rester sur cette première impression. Après tout, combien y avait-il de plats que je détestais enfant et que j'ai appris à apprécier en grandissant, parfois même les odorants. Ce devait être pareil ici. Et surtout, je n'avais pas vraiment le choix, n'ayant pas d'autre nourriture à me mettre sous la dent. Je recommençai l'expérience à 2 autres reprises, et aussi curieux que ça puisse paraître, le goût me parut moins désagréable. Je décidai de passer à un niveau supérieur et porter ma main saignante à ma bouche, aspirant le sang, y trouvant de plus en plus une saveur insoupçonnée. Au bout d'un instant, la succion exercée me fit arracher un morceau de la chair que j'ingérai à son tour. Elle avait une texture qui était loin d'être désagréable, quoique un peu filandreuse. Sans être l'extase totale, elle était néanmoins appréciée par mon palais. Au même instant, je regardai le moignon de mon pied, me disant que la chair de celui-ci serait peut-être plus appréciable, du fait qu'il avait été cuit par la flamme. Le dessous devait être plus goulayant. Je pris alors mon couteau de chasse et coupa un morceau de chair de ce dernier, laissant couler un léger filet de sang sur le sol poussiéreux. Je mis le morceau de chair dans ma bouche, puis le mâcha doucement, afin d'en savourer la texture. Je trouvais ça bizarrement bon, malgré la réticence de mon cerveau à accepter une telle pitance. Je décidai de couper d'autres morceaux, tout en les cautérisant au fur et à mesure, pour ne pas me vider de mon sang exagérément. Je mis ceci à cuire au bouillon, et goûta à nouveau le résultat obtenu. Cela se fit à tatillon, mais à force d'essais sur d'autres parties de mon corps, je trouvai la température de cuisson parfaite pour altérer suffisamment l'arrière-goût que je ressentais parfois à la mise en bouche, et découvrais de nouvelles saveurs que je n'aurais jamais cru possible d'exister. Les jours suivants, ma faim devenant grandissante, je découpais des morceaux de plus en plus grands de mes pieds, puis mes jambes. Sans presque m'en rendre compte, au bout de 3 semaines de ce régime, ma jambe gauche avait été dévorée jusqu'au genou et ma jambe droite jusqu'à hauteur de la cuisse. Je m'étais aussi découpé des parties de ma poitrine, de mon ventre, mes épaules, la peau des doigts de ma main gauche. Je trouvais plusieurs recettes expérimentant toujours plus loin, avec des morceaux toujours plus importants et variés. Même les lobes de mes oreilles y passèrent. Était-ce la viande d'un nouveau genre qui me faisait cet effet, ou simplement la folie m'envahissant? Mais à un moment, j'étais pris de plus en plus par une frénésie affolante de viande, en voulant toujours plus, comme un virus se propageant à travers moi, et dont je ne connaissais pas le remède. Ou plutôt, je n'avais sans doute pas envie de le connaître. 2 mois passèrent ainsi. J'étais réduit à un tronc sanguinolent,
ayant dévoré 2 jambes jusqu'à la hauteur de l'entrecuisse et mon bras gauche jusqu'à l'épaule. Je ne m'étais pas contenté de manger la chair. Je broyais les os, coupés et cassés, pour faire une sorte de poudre que je mélangeais à l'eau et à du sang. Cela me faisait l'effet d'un hallucinogène qui me faisait oublier la douleur que je pouvais ressentir parfois en coupant d'autres parties de mon corps. Je cautérisais chaque découpe, m'empêchant toute gangrène. Mais les 2 dernières semaines furent plus difficiles, du fait que je n'avais plus qu'un bras et une main pour toute fonction motrice. Je dis les 2 dernières semaines parce que je me base sur le jour de mon sauvetage. Ils sont arrivés sans que je sache comment sur le moment. Parmi eux, je crus reconnaître mon frère, mais je n'étais pas sûr. Mon esprit embrumé n'étant plus vraiment capable de discerner ce qui était vrai de ce qui provoquait des hallucinations. Je me souviens juste des cris de dégoût de certains des hommes en uniforme en me voyant dans mon état, une sorte de monstre de foire, ne ressemblant plus à un être humain tel qu'on le conçoit. Je crois qu'à un moment, l'un d'entre eux m'a fait une piqûre sur mon bras encore existant, et j'ai dû m'endormir. Je me suis retrouvé dans un lit tout blanc, le cerveau encore un peu dans les vapes. J'avais des bandages un peu partout. Je ressemblais à la créature des studios Universal, la momie. C'était drôle sur le moment, mais parfois je me mettais à pleurer. Je ne sais pas si c'était la joie d'avoir été retrouvée, ou si je maudissais la vie de m'avoir réduite à cet état. Même si je me rappelais peu à peu ce que j'avais fait, pour survivre, j'avais mangé mon corps. Plusieurs mois passèrent ainsi, mon état mental s'améliorant peu à peu, ainsi que mes blessures qui posaient le plus de problèmes. Fort heureusement, je n'avais pas touché d'organes vitaux, ce qui n'empêchait pas les médecins m'entourant de parler de moi comme d'un miracle vivant d'avoir survécu à un tel état. Par la suite, des journalistes prirent le relais de mon frère que je parvenais à reconnaître. C'est lui qui m'expliqua qu'il m'avait retrouvé après qu'il ait signalé le fait que j'avais disparu depuis plusieurs semaines et qu'il savait où je m'étais rendue. Les équipes de secours ont parcouru plusieurs versants du pic pour me retrouver, en vain. C'est alors que, lorsque tout le monde était prêt à abandonner, que mon frère se souvint de mon pacemaker et de l'application sur son ordi qui permettait de surveiller son fonctionnement. Comme je ne voulais pas de technologie high-tech chez moi, c'est lui qui s'était chargé de télécharger l'appli et des connexions avec mon pacemaker. Juste au cas où, m'avait-il dit à l'époque. Et grâce à ça, et aux signaux envoyés, au même titre qu'un semblant de GPS, ils avaient pu identifier la grotte où je me situais. Dès lors, les équipes de secours ont fait venir un hélicoptère pour parvenir à atteindre le promontoire, et c'est ainsi qu'ils m'ont trouvé. Ou du moins, ce qu'il restait de moi. Au début, chacun pensait que je m'étais fait dévorer par un animal suffisamment intelligent pour ne pas dévorer les organes vitaux, jusqu'à ce qu'ils découvrent tout mon attirail de découpe, ça et là, dans la grotte, leur faisant comprendre que je m'étais auto-dévoré. L'affaire fit grand bruit. Tous les médias du pays en parlèrent, même s'ils ne connaissaient pas tous les détails. Par exemple, jusqu'à quel point je m'étais mangé, indiquant juste que j'avais coupé quelques parties de mon corps pour survivre, sans préciser plus. Il y eut un grand élan de solidarité. De grands chirurgiens spécialisés dans les prothèses proposèrent leurs services pour me permettre de redevenir normal, de retrouver mes membres perdus. Des chirurgiens plastiques de grande renommée réparèrent les parties de mon corps que je n'avais pas ingérées.
La seule consigne qu'ils avaient, c'était de ne pas révéler l'ampleur de ce que je m'étais fait subir, pour me protéger, à la demande de mon frère. C'est ainsi que je suis devenue telle que vous me voyez aujourd'hui, apprenant à me déplacer avec ces membres artificiels, en attendant de pouvoir courir à nouveau, sauter, et toute autre activité que l'on peut qualifier d'habituelle pour un être humain. Même si je ne me considère plus ainsi, quoi qu'en dise mon frère, et tous ceux qui ont eu la gentillesse de me rendre, en quelque sorte, les parties manquantes de mon corps. Comme vous voyez, si mon corps est revenu sous une autre forme, si mon histoire véritable a été quelque peu déformée pour ne pas trop choquer l'opinion publique du monde, mon mental, lui, ne sera plus jamais tout à fait le même, comme vous pouvez vous en douter. On ne peut pas sortir indemne d'une telle expérience. Mais je ne le regrette pas. Contrairement à ce que certains ont évoqué à travers leurs torchons qu'ils nomment magazines ou leurs réseaux sociaux sur Internet, ce que j'ai vécu, je ne le souhaite à personne malgré tout. Mais ce que j'ai fait m'a permis de survivre. Grâce à mes actes, je suis là, devant vous, à vous relater ma vraie histoire. Et je suis fière maintenant d'être devenue une sorte de symbole de l'extrême. C'est mon titre de gloire. Et celui-là, je sais que personne ne pourra jamais le battre. Il restera à jamais gravé dans l'histoire. Mon nom sera toujours associé au mot cannibalisme. J'en suis consciente, mais cela ne me dérange pas. Cela ne me dérange plus, parce que cela fait partie de mon passé. Aujourd'hui, je continue de vivre parmi vous. Je ne suis plus humaine, mais je vis. Maintenant, posez-vous la question, vous qui avez écouté mon histoire. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour survivre? Et maintenant, un grand merci à Fabs, conteur des histoires de l'autre monde, pour m'avoir permis de vous conter cette histoire. À bientôt, j'espère. Héloïse, 7 ans, aime passer les vacances chez ses grands-parents et chez sa mamie passionnée de poupées en porcelaine. Héloïse peut même jouer avec quelques-unes d'entre elles. Mais surtout, la fillette craint certaines poupées, une en particulier, et malheureusement, elle va la casser. Il était une fois une petite fille prénommée Héloïse. Elle avait l'habitude de passer toutes les vacances chez ses grands-parents, toujours chez Papy Joël et Mamie Béa, simplement parce que ce n'était pas possible autrement. Son papa était allé rejoindre les anges, c'était l'expression préférée de Mamie Béa, alors qu'elle n'avait que 2 ans et elle n'en avait pas vraiment de souvenir. Comme maman travaillait, elle ne pouvait pas s'occuper d'elle pendant les vacances et préférait qu'elle aille profiter de l'air frais de la campagne, ce qui arrangeait bien Héloïse. Elle adorait aller dans leur jolie maison. En plus, il y avait une mare à canards et un poulailler, sans compter Vic, le chien. Mais maintenant qu'elle avait 7 ans, elle était grande et voulait aussi passer des vacances avec ses autres grands-parents. Mais d'ailleurs, qui étaient-ils? Elle voulait en savoir plus. Sa maman, Elena, lui expliqua alors qu'après une grande dispute, elle avait coupé les relations avec sa mère et que depuis environ 15 ans, elle n'avait plus de contact, suite à quoi Héloïse réussit à convaincre sa maman chérie de reprendre contact avec sa mère, ce qu'elle fit en pointillé. Au bout d'une assez longue quinzaine de jours, du moins à ses yeux, sa mère accepta qu'Héloïse aille rendre visite à sa grand-mère Floris. Mais elle ne pourrait pas connaître son grand-père, qui était mort bien avant sa naissance. Cependant, au vu de la distance et du peu de temps qu'Héléna avait, Héloïse devrait faire le trajet en train, accompagnée par Papy Joël, qui la confierait à sa mamie Floris, avant de repartir assez rapidement
pour être rentrée avant la nuit. Elle avait encore une semaine à patienter avant de pouvoir enfin rencontrer sa grand-mère Floris. Elle l'appelait tous les jours avec la même frustration. Mais c'est tellement nul. Chez mamie, il n'y a pas Internet. Moi, j'ai tellement envie de la voir. Ça va être long d'attendre. Finalement, le grand jour arriva. Elle était si pressée qu'elle manqua de peu d'en oublier son doudou. Heureusement que papy était là. Surexcitée à son entrée dans le train, au bout d'une heure, l'excitation du voyage fit place à nouveau à l'impatience. Papy, papy, c'est encore long. On arrive bientôt. Et bien entendu, c'est une phrase que papy Joël entendit une bonne dizaine de fois, si ce n'est plus, avant que le train n'entre en gare. À son arrivée, durant quelques minutes, ce fut comme si on lui avait coupé la langue. Pas un mot ne sortit de la bouche d'Héloïse. Mais ce ne fut que passager. La timidité de la rencontre laissa place à la curiosité et l'océan de questions fut interrompu par papy Joël qui devait reprendre le train. Dans sa petite voiture, durant tout le chemin vers sa maison, mamie Floris eut droit à un flot continu de questions, tant et si bien qu'à son arrivée, aussitôt son goûter avalé, Héloïse s'endormit sur son nouveau lit, sans avoir pris le temps d'examiner sa chambre. Et la stupéfaction n'en fut que plus importante lorsqu'elle se réveilla de sa sieste, oscillant entre émerveillement et angoisse. La chambre était définitivement à l'ancienne. Un joli vieux, pensait Héloïse. Un lit en fer forgé blanc, avec un ciel de lit qui lui donnait l'impression d'être une princesse. Des meubles en bois blanc et une tapisserie à fleurs. La pièce était assez lumineuse. Ce qui l'avait surpris plus particulièrement, c'étaient les étagères du fond, entièrement couvertes de poupées. Des poupées au visage très soigné et pleines de détails. Des poupées comme elle n'en avait encore jamais vu. Sa grand-mère arriva et lui expliqua que c'étaient des poupées en porcelaine et qu'elle les collectionnait. Elle lui montra alors une pièce spéciale dédiée aux poupées, avec des étagères sur tous les murs, remplies de poupées de tout style, de toute taille. Héloïse eut la permission de jouer avec celle qui était dans la chambre, mais également avec celle qui était dans la première étagère. Mais elle n'avait pas le droit d'aller dans la pièce sans la mamie Floris. Héloïse commença avec celle de sa chambre. Elle prit son temps pour les examiner une à une et leur donna un nom. Elle choisit également sa préférée. La semaine se déroula plutôt bien dans l'ensemble, à une exception près, les poupées. En effet, durant toute la semaine, mamie Floris avait été aux petits soins pour sa petite fille. Voyant au bout de 5 jours que, pour son jeune âge, Héloïse faisait vraiment attention, elle l'autorisa même à jouer avec un peu plus de poupées. Et c'est là qu'à une nuit de son départ, elle commença à ne plus trop apprécier certaines d'entre elles. Plus exactement, une poupée. La poupée à la robe bleue. Mais c'était le moment de faire sa valise pour rentrer chez maman. Cette fois avec un accompagnateur et 2 autres enfants qu'elle ferait le trajet de retour. Trajet qui lui paraît encore plus long qu'à l'aller. À peine arrivée, elle assaillit sa mère d'explications et descriptions de tout ce qui lui avait plu et des nombreuses, très nombreuses poupées de mamie. Elena lui raconta que cette passion, un peu envahissante, avait débuté au décès de la meilleure amie de sa grand-mère Floris, une amie avec qui elle appréciait faire les brocantes et les vides-greniers. Son amie avait justement acheté cette poupée en porcelaine lors de leur dernière sortie. Et cette poupée en porcelaine, c'est sa grand-mère qui l'avait récupérée. Et c'est donc à ce moment-là que Floris avait débuté sa passion pour les poupées. Héloïse était impatiente de retourner chez sa mamie. Le week-end suivant,
Sa valise prête depuis 2 jours, elle prit le train avec un accompagnateur de la compagnie de chemin de fer. Le premier soir se prolongea assez tard, tant Héloïse prenait plaisir à jouer avec ses nouvelles amies. Et sa mamie avait enlevé la poupée en robe bleue de sa chambre, ce qui fait qu'elle n'y avait même pas pensé. Le lendemain fut une autre paire de manches. Cet après-midi-là, mamie Floris lui permet de venir avec elle dans la chambre aux poupées pour choisir quelques éléments de dinette supplémentaires, et peut-être 1 ou 2 poupées de plus. Mais attention, pas n'importe lesquelles, certaines étaient très rares et très fragiles. Elle prit donc le temps de choisir ces éléments de dinette et d'observer plusieurs poupées. Elle découvrit notamment le poupon représentant un bébé d'une époque passée qu'elle ne connaîtrait jamais et qui lui faisait froid dans le dos. Mais pas autant que la poupée en robe bleue. Elle était pourtant très jolie avec ses belles anglaises, sa jolie robe et son chapeau assorti. Mais ça ne changeait rien à la sensation de profond malaise que ressentait Héloïse en présence de cette petite merveille de porcelaine et de tissu. Le soir venu, l'angoisse était telle qu'Héloïse demanda à sa mamie si pour une fois, avant son départ, elle pouvait dormir avec elle. Et à son grand soulagement, mamie Floris accéda à sa requête. Le dimanche, elle se contenta d'éviter précautionneusement la chambre des poupées, préférant jouer dehors jusqu'à l'heure de son départ. Le séjour suivant allait durer le temps de la moitié de ses vacances scolaires, soit 1 semaine. Les premiers jours, Héloïse jouait essentiellement dehors. Le temps était magnifique et le jardin rempli de recoins idéal pour imaginer des dizaines de façons de s'amuser, que ce soit avec les poules, l'arbre parfait à escalader ou encore la balançoire. C'est d'ailleurs cette dernière qui avait les faveurs d'Héloïse. Le jeudi après-midi, le temps a commencé à se couvrir, et devant le désarroi de sa petite fille, Marie Floris entreprit de lui montrer la maison de poupée. Une grande maison dont Héloïse s'aperçut rapidement qu'elle était la même que la maison dans laquelle elle se trouvait elle-même. C'était exactement la même maison, mais en plus petit. Tout semblait avoir été passé au travers d'un rayon rétrécissant. C'était fascinant. Mais mamie Floris expliqua qu'il était interdit de venir jouer avec sans sa présence et sans son autorisation explicite. La maison datait de la construction de la vraie maison. De la décoration et tout ce qui la composait était parfaitement similaire à l'original. Il se faisait tard et mamie voulait aller préparer le dîner. Héloïse n'eut pas vraiment le temps de jouer comme elle aurait aimé. Mais ne voulant pas contrarier sa mamie, elle accepta de l'accompagner. Elle essaya quand même avant d'aller au lit de voir si mamie n'avait pas envie d'aller s'occuper dans la chambre des poupées, mais sans succès. Ce vendredi matin, Héloïse s'ennuyait. Malgré la peur que lui inspirait la poupée à la robe bleue et la crainte de se faire gronder par mamie, elle décida d'aller jouer dans la chambre aux poupées. Là-bas, non seulement il y avait plein de poupées, mais surtout il y avait la grande maison de poupées, la fameuse réplique exacte de celle de sa grand-mère, et tout équipée. Elle avait repéré que même les lumières fonctionnaient. Et depuis qu'elle l'avait vue, se contenter de la dinette lui semblait bien ennuyeux. La pluie était toujours bien présente, elle ne pouvait donc pas aller s'adonner à sa balançoire préférée. Elle prit soin de vérifier que Floris était occupée pour un bon moment dans sa pièce de couture, avant de se glisser dans la pièce interdite. Le premier quart d'heure se déroula à la perfection. Héloïse explora chaque petite pièce de la maison, mais petit à petit, elle commença à se sentir observée. Au début, elle décida de ne pas y prêter attention et de continuer à regarder les petits éléments qui composaient
et décida de regarder et de continuer à observer les petits éléments qui composaient cette incroyable demeure miniature. La sensation persistant, elle balaya du regard les dizaines de poupées qui l'entouraient, et ses yeux tombèrent sur ceux de la poupée en robe bleue. Un frisson parcourut son dos. Elle était sûre que la poupée était en train de la surveiller. Elle ne savait pas trop quoi faire, puis, rassemblant tout son courage, elle entreprit de déplacer la poupée afin de ne plus être en contact avec son regard. Mais ça ne se passa pas comme prévu. Elle approcha d'abord une chaise du mur d'étagère. Elle n'était pas encore assez grande. La poupée était décidément trop haute. Alors, elle commença à escalader l'étagère. Et au moment de l'attraper, son pied glissa et elle lâcha la poupée qui s'écrasa avec fracas, la tête brisée à ses pieds. Le bruit interpella sa grand-mère qui arriva rapidement. Elle trouva une Héloïse en pleurs. Sans dire un mot, elle attrapa cette dernière par le bras et la conduisit dans sa chambre, puis l'enferma. Au bout de 3 longues heures, Héloïse fut prise d'une envie pressante, tambourina sur sa porte jusqu'à ce que sa grand-mère accepte de lui ouvrir. Elle la supplia de lui pardonner, mais n'obtint qu'un silence glacial. Elle réussit à être autorisée à appeler sa maman pour un peu de réconfort. « Maman, j'ai fait une bêtise. J'ai cassé la poupée préférée de mamie. Tu aurais vu ses yeux bleus glaçants. J'ai peur qu'elle ne me pardonne jamais. » « Pardon? Tu es sûre de ça? » « Quoi? Ta grand-mère a les yeux marrons. » »« Quoi? Mais... » Floris avait mis fin à la conversation et se rua sur Héloïse. Elle lui fracassa la tête comme elle avait fracassé celle de sa poupée fétiche. À l'aide de ses couteaux et hachoirs, elle prit grand soin de découper, d'épecer et brûler le corps dans son four à poterie, à l'exception des oreilles. Elle les enterra sous la balançoire et sous l'arbre, puis versa ce qui restait des cendres dans le potager. Après tout, ça avait donné de bons résultats avec la vraie mamie Floris. Elle avait obtenu des légumes magnifiques. Bonsoir les crépinotes, juste quelques mots pour vous annoncer que ce soir, je vais vous proposer une histoire en collaboration avec d'autres conteurs horrifiques. Je pense pas vraiment avoir besoin de vous les présenter, vous les connaissez sûrement déjà. Moi je tiens particulièrement à les remercier d'avoir accepté de participer à cette creepy. Nous avons le diable des abysses qui va amener l'histoire, El Tessoni, El Telora, la conteuse nobilis et les histoires de l'autre monde. Je leur dis un grand merci. Merci à vous 5. Et maintenant, je laisse place à l'histoire. Et yo les amis, c'est Josh, votre fidèle urbexeur et explorateur des lieux étranges. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis enfin prêt pour le départ. Tout le matos est rassemblé, et je suis bien content qu'à notre époque, on fasse enfin un matériel efficace et léger, mais surtout qui puisse tenir dans un sac à dos. Les micro-batteries sont pleines, les doses nutritives chargées, les frontales peuvent tenir 12 heures environ. Je pense être paré. Je pars donc sur les traces de l'équipe H27, qui aurait disparu lors d'un urbex il y a maintenant 50 ans de ça, dans la zone des bunkers 27H. Bien évidemment, vous vous en doutez qu'à l'époque, l'exploration de sites abandonnés ne s'appelait pas encore des urbex. Et ces explorateurs étaient partis à 5 ou 6, avec dans le groupe seulement 2 habitués de ce type d'expérience. Je vais donc essayer de trouver des traces de leur passage ou alors les fameux enregistrements qu'ils auraient réalisés lors de leurs investigations dans les bunkers. C'est parti les amis, je suis devant une des entrées.
Y accéder a été plutôt facile, on va voir maintenant si pour ouvrir sera également chose aisée, même si j'ai des doutes. Bon, vous l'aurez deviné, ouvrir, ça a été beaucoup plus compliqué que je ne pensais. Mais j'ai réussi et je suis maintenant dans les tunnels. Ils sont très sombres, bien sûr, mais c'est l'odeur et l'humidité qui s'en dégage qui sont les plus frappantes. Le système électrique fonctionne encore. C'est dingue! Plus personne n'a dû y remettre les pieds et pourtant tout fonctionne. Et là, je vais pas vous mentir, c'est assez flippant. Mais je vais pas m'attarder plus longtemps sur ce détail. J'arrive dans un premier bunker. Je vais l'explorer. Je n'ai rien trouvé, j'ai continué dans un dédale de tunnels pour arriver au bunker 27H. Enfin, j'y suis arrivé. Je peux vous dire les amis que la chance est de mon côté car j'ai passé l'entrée du bunker et devinez quoi? Je suis tombé nez à nez avec un tas de cassettes. Je vais tout installer le matériel et commencer le visionnage. C'est parti. Vous êtes tous prêts, j'espère? Je commence l'enregistrement. Sony, je te laisse expliquer le projet. Bonjour à tous les amis. Nous sommes tous prêts à partir à la conquête de la zone 27H. C'est Urbex que nous préparons depuis plusieurs mois. Tout à fait. 3 mois, 3 semaines et 2 jours pour être précis. Merci Sadi pour cette intervention inopinée. Bon, où est-ce que j'en étais moi? Ah oui. Bon, c'est une zone qui est censée être abandonnée. Mais qui est entourée de mystères et surtout entièrement clôturée et surveillée H24. C'est ce qui a donc nécessité une aussi longue préparation, car une fois que nous serons dans le périmètre, aucune surveillance, nous aurons le champ complètement libre. Nous irons à l'entrée nord, et comme ça nous pourrons accéder au premier tunnel. Si tu permets, avant de partir, je pense qu'un petit point sur l'histoire de la zone serait quand même pas mal. Oui, vas-y Joël, c'est toi qui connais le mieux tout ce qui touche de près ou de loin à la zone de l'horreur. Ok, alors, la zone 27H est une ancienne zone militaire, comprenant une série de bunkers reliés par des tunnels, dans lesquels tout ce qui s'y déroulait était classé secret. Certains bunkers n'étaient accessibles qu'à très peu de personnes, nécessitant un haut niveau d'accréditation. Nous allons voir s'il y a des preuves des diverses expériences et expérimentations qui se déroulaient en ces lieux. Des expériences sur les jumeaux, sur certaines drogues, et j'en passe. Laura, je te laisse présenter le groupe. Alors, je vais commencer par derrière la caméra. Maggie. Joël qui, vous l'avez sûrement compris, est notre expert de la zone 27H. Il l'a longuement étudié, tout ce qui s'y touche, de près ou de loin. Sadi, la sensitive du groupe, vu qu'elle n'apprécie pas vraiment quand on dit médium. Sony, notre monsieur de sécurité. Habitué des expéditions en tout genre, qui avec mon aide nous a permis de trouver la faille dans la surveillance, et l'accès le plus simple et le plus sûr au tunnel, dont Joël a fait un plan ou une carte, un truc qui les aide à se repérer. Et moi-même, également habitué des expéditions et chargé entre autres du son et de tout ce qui s'y touche à l'informatique. Ben voilà, vous connaissez maintenant tout le groupe et notre destination. On vous retrouve à notre arrivée, à tout à l'heure. Bon, nous nous sommes garés suffisamment à distance, histoire de pas trop nous faire remarquer quand même. Une trentaine de minutes de marche et il faudra attendre exactement 20h40 pour franchir la clôture. Et puis, vingtaine de minutes de plus de marche pour rejoindre le tunnel. Et là, nous ferons confiance au talent de Laura pour nous ouvrir cette porte. Voilà, ça y est, nous sommes à l'entrée du tunnel. Et Laura nous a ouvert le passage. Bon, il fait bien sombre. Mais on est bien équipé. Grâce à Sony, lampe frontale, lampe torche super puissante. Et j'espère que Joël a bien fait son plan. Et surtout qu'il s'y repère vraiment. Vu qu'au bout de quelques centaines de mètres seulement, il y a déjà un embranchement. Alors c'est par où? Faut aller à droite. On devra arriver au premier bunker dans quelques minutes. Je la vois, la porte, et un système de fermeture supplémentaire juste au-dessus. Ah ça c'est normal, tout le CIP en est équipé.
Au fond de ce bunker, on devrait trouver un escalier pour descendre encore d'un niveau et atteindre enfin la fameuse zone H. C'est là-bas que tout se passait. On devrait pouvoir enfin dire si oui ou non les rumeurs disaient vrai. Voilà, nous sommes devant une énorme porte et... Vous avez entendu? Chut. J'écoute. J'ai rien entendu. Bon alors on fait quoi? On l'ouvre cette porte, oui ou non? Bah allez, vas-y, à toi l'honneur. Oh, nous y voilà. Oh, je m'attendais pas à ça. Ah, vous avez entendu, vous aussi? Oh allez, c'est rien, ça doit être un rat, c'est tout. Je n'ai vu aucun rat, moi. Bon bah, de toute façon, il faut qu'on avance. Vous voyez bien que ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Alors, soit j'ai fait une légère erreur dans mon plan, soit on a tourné trop tôt. Attendez, je vais vérifier. Ah, j'ai compris. C'est bon. Alors, on continue, on traverse cette salle au fond, il doit y avoir une porte sur le côté, et ce sera au bout de ce tunnel qu'il y aura le complexe H avec ses différentes salles d'expérience, les sanitaires, un dortoir et une cuisine. J'ai un drôle de pressentiment. J'ai l'impression que nous ne sommes pas seuls. Ça doit être à cause de ta sensibilité avec tout ce qui se passe ici. Même si les on-dit sont faux, ça reste un endroit sombre sous terre destiné à la guerre. J'avoue, je ne suis pas tranquille. Il y a, je trouve, une drôle d'ambiance. Bon, ok, je m'y attendais, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Et puis, qu'est-ce que c'est humide, désagréable. J'ai l'impression d'être dans une crypte. Bon allez les filles, on y va maintenant? Oui, on arrive. Nous sommes donc dans un tunnel, direction la zone H, en espérant que cette fois, ce soit la bonne. Stop! Tout le monde s'arrête. Ah ben non, j'entends plus rien. Bon, on accélère, hein, juste au cas où. Ah, la porte. Allez, vas-y, ouvre. Oh, nous y voilà enfin. On est tous là? Silence. Je crois bien que les filles avaient raison. Nous ne sommes pas seuls ici. Qu'est-ce qui se passe? Vite, faut se tirer d'ici, vite fait! Oh non, trop tard. Oui? Comment ça, trop tard? Bah, trop tard pour sortir. On est coincé là. Mais ça devrait pas durer normalement. Tu es bien sûr de ça? Mais bien sûr que non! Mais c'est bon, t'inquiète pas trop, ça ne sert à rien de toute façon. Peut-être, mais je le sens pas trop. J'ai du mal à l'expliquer pour le moment. Mais ça ne vient vraiment pas des lieux. Arrête, chut, tu vas finir par me faire flipper. Bon, je leur explique. Alors, nous voilà coincés, hein, comme vous l'avez déjà sûrement compris. Et c'est pas un fake. C'était pas du tout prévu et on fait pas semblant. On n'a que le matos minimum pour une exploration classique. Matériel vidéo, caméra et bande, un petit peu de vivres, des bouteilles d'eau, des fruits secs et de quoi s'éclairer. Et pas plus que ça. Bon, je pense que la première des choses à faire, c'est qu'on explore les lieux. C'est quand même un bunker et il y a peut-être une réserve avec des provisions ou une radio ou quoi que ce soit qui pourrait nous être utile. Je vais éteindre la caméra pour un petit moment, histoire d'économiser les batteries. Bon, nous avons trouvé quelques vivres, c'est pas grand-chose. Pareil pour l'eau. Et nous nous sommes organisés les espaces sur les bons conseils de Sonny et Joël. Car malheureusement, nous n'avons pas trouvé de sanitaire en état. Donc on a délimité un espace nuit et surtout au loin, le plus loin possible, hein, un coin besoin naturel. Et on a également découvert 2 ou 3 trucs. Tu leur expliques, Lily? Lors de notre découverte de la zone, j'ai ressenti des vibrations qui nous ont conduits à trouver un nouveau tunnel accessible. Au bout de ce dernier, une salle aseptisée avec du matériel chirurgical et surtout une armoire remplie de documents et de photos. Ouais, des photos qui confirment certaines de mes recherches. Ils pratiquaient bien des expérimentations sur les jumeaux et sur la modification ADN des cellules. Une forme d'eugénisme en gros, comme ce qui a été fait durant la Seconde Guerre mondiale. Ça donne l'impression qu'on essayait de créer ici une nouvelle race d'humains, ou un truc du genre. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ben voilà, voici Sonny en train de préparer notre espace pour la nuit, avec Sadie qui fait des portions de fruits secs et d'eau pour notre repas du soir. Génial. Regardez ce que j'ai trouvé. Non, c'est vraiment ce que je crois? Oui, des bouteilles de vin parfaitement conservées.
Allez, on en ouvre une. Première nuit au bunker. Il est 3h et quelques du matin. Tout le monde dort. Et j'ai besoin d'aller... Bref, j'ai pipi. Je me suis arrêtée en chemin. Franchement, je suis morte de trouille. J'entends de drôles de bruit. Et c'est tellement glauque et lugubre ici. Je ne sais pas trop si c'est mon imagination qui me joue des tours, ou si c'est carrément des gens qui se foutent de nous. J'entends des voix. Et je me suis demandé si c'était pas carrément un genre d'expérience sur nous. Bon allez, je retourne vite fait avec les autres. Je serai beaucoup plus tranquille pour m'endormir. Bonjour tout le monde, alors, qui c'est qui a bien dormi? Comme un bébé. Ouais, pareil pour moi. Non mais vous plaisantez. J'ai l'habitude de dormir dans des endroits incongrus. Mais là, franchement, vous avez rien entendu. Ah, tu me rassures, j'ai eu un doute à savoir si c'était réel ou bien un jour de vision. Et c'est bien la première fois que ça m'arrive. Ok, mais rassurez, faut le dire vite. Parce que du coup, c'était quoi ces bruits? Et s'il vous plaît, j'ai pas envie d'entendre que c'était des rats. J'ai pensé à quelque chose. Si ce n'était pas par hasard qu'on avait réussi à rentrer. Puisque juste après, tout ou presque s'est verrouillé. Vous me suivez? Ce que je veux dire, et si leur expérimentation n'avait jamais pris fin? Et si nous étions leur nouveau sujet d'étude? Ouais, tu vois, j'ai eu la même idée. Mais stop, voyons les filles, là vous commencez vraiment à psychoter. Wow, Sadie, reconnais que ça frise la paranoïa ton raisonnement. Dans toutes les recherches que j'ai pu faire, j'ai jamais trouvé le moindre indice qui pourrait sous-entendre qu'une quelconque activité ait perduré après 1963. Le site a été complètement abandonné dès 1965, après qu'il y ait eu des fuites de gaz et des problèmes dans les diverses installations sanitaires. Ouais, mais c'est quand même resté surveillé. C'est normal pour un site militaire, c'est une question de sécurité. Peut-être, mais je sens quelque chose de vraiment difficile à décrire. Comme une présence qui n'en est pas vraiment une. C'est malsain, je pense que nous devrions être particulièrement prudents. C'est ta sensibilité qui parle. L'endroit est malaisant, c'est vrai. Mais du coup, tu te stresses pour rien. C'est sûrement ça. Peut-être, mais je persiste, il y a une drôle d'atmosphère, même pour un bunker. Tu as remarqué, n'est-ce pas, Sadie? Pour le moment, tu es vraiment la seule à comprendre l'ampleur de ce qui vous entoure. Réellement étrange. Tu disais? Qu'est-ce qui est réellement étrange? Attention, Sadie. N'en dis pas trop. Tu sais bien qu'après, ils ne prennent pas vraiment au sérieux. Non, j'étais juste dans mes pensées. Ok, mais je suis pas rassurée. Maintenant, je flippe encore plus. Mais puisque je vous dis que c'est tranquille. Ok, c'est peut-être des rats, d'accord. Mais quelle est la probabilité que nous soyons victimes d'une expérience? Si on réfléchit un peu, on voit bien que ce n'est pas crédible. Si tu le dis. Hé Maggie, tu peux arrêter de filmer s'il te plaît? Ok, je vais faire une pause, mais c'est vraiment pour toi. Bon, les amis, je vais arrêter la caméra. Je vous dis à un peu plus tard. Nous sommes le 2e jour et l'ambiance est plutôt hyper tendue. Aujourd'hui, même les mecs ont l'air angoissés. Pendant la nuit, j'ai encore entendu des bruits, mais pas seulement. J'ai l'impression d'entendre des voix. Tu as raison. C'est la voix de ta conscience. Je l'entends encore en ce moment. Sonny et Laura se sont disputés cette nuit. Pour Sonny, on flippe pour rien. Lui, il est habitué des expéditions, il s'est déjà retrouvé coincé. Mais bon, Laura lui a bien fait remarquer que c'était jamais dans de telles conditions. Sans compter que, je sais pas pourquoi, mais ici, le temps paraît interminable. Au vu de l'ambiance, je vais disposer une de nos caméras pour qu'elle puisse continuer de filmer un petit peu plus discrètement.
Joël, quelle heure il est, s'il te plaît? Non mais, encore avec ça? T'en as pas marre de me le demander? Ça va pas faire avancer le temps plus vite, et surtout j'en ai assez de répondre à cette question. Tu me gonfles. Bon, je vais aller me reposer. C'est bon, ras-le-bol. Ok, bon, ben moi de mon côté, je vais aller faire un tour dans les tunnels pour essayer de m'occuper et éviter de devenir dingue. Je vais essayer de faire un peu de méditation. Moi aussi, j'ai peur de devenir dingue. Sérieux? Personne veut juste rester là. Je suis pas à l'aise ici. Les tunnels sont trop flippants. J'ai aucune envie de m'y balader. Et la méditation, c'est pas mon truc. Sonny, tu restes? Ouais, si tu veux. De toute façon, c'est pas comme si j'avais autre chose à faire. Ah si, je pourrais continuer à explorer, éventuellement. Tu exagères, on a déjà fait le tour. Il n'y a plus rien à voir. Ouais, là encore, si tu le dis. Regarde, il s'est toujours foutu de toi. Il se moque de toi depuis le début. Tu le sais bien. Allez, tu en meurs d'envie. Il y a un couteau juste là. Allez, prends-le. J'hésite. Vas-y, tu seras enfin libéré. Écoute ta conscience. Écoute-moi. Prends le couteau et fais-le. Il est complice. Il est trop détendu. Ça cache quelque chose. Qu'est-ce que t'as comme ça? Laura, tu as vraiment l'air bizarre, est-ce que ça va? Oui. Tu m'inquiètes un petit peu là, tu veux pas aller t'allonger? Tu vois, il le fait exprès, il te rabaisse. Il veut te perturber. Tue-le maintenant. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as perdu la tête? Tu l'as poignardé? Mais non, je te jure, je voulais pas. C'était pas vraiment moi. C'est la voix qui... Attention, Laura, lui aussi, il va s'en prendre à toi. Lâche ce couteau. Lâche-le. Attention, Joël. Elle a perdu l'esprit. Tu l'as bien compris. Défends-toi. Prends son couteau avant qu'elle ne te tue. Laura, crie. Appelle les autres à l'aide. Agite-toi. Fais le plus de bruit possible. Mais bordel, calme-toi. Arrête. Tu vois, elle a complètement perdu la tête. Vite, avant que ce ne soit elle qui te tue. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh bordel, faut que je l'amène ailleurs. Mais non, voyons. Les autres vont te remercier. Au contraire, prends-les devants. Va chercher Sadie. Elle te soutiendra. Ouais, c'est ça. Sadie, elle a de l'empathie. Elle est sérieuse. Elle comprendra. Oui, voilà, va voir Sadie. Sadie, attention. Joël a perdu l'esprit. Il a tué Laura et là, il vient pour toi. Quoi? Joël! Joël, tu as un souci. Où est Laura? Joël, réponds-moi. Qu'est-ce que tu as? Joël, fuis. Elle ne te croira pas, cours. Mais qu'est-ce que tu fais? Ne va pas par là, c'est un tunnel à moitié effondré! Mais allez, fonce. Cours-lui après. Tiens, Sadie, qu'est-ce que tu as? T'es toute pâle. T'as entendu des trucs, hein, toi aussi. Chaque fois que je vais aller faire pipi, j'entends des bruits et parfois une voix. Je suis sûre que tu vois de quoi je parle. Sadie? Sadie, tu m'écoutes? Ouais, pardon. J'étais ailleurs. Une vision? Non, j'étais juste dans mes pensées. Allez, tu viens. C'est super calme, non? Je trouve que c'est curieux. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Viens, on va voir. Bah, allez, viens! Méfie-toi, Maggie. Quoi? Méfie-toi. Tu n'es là que pour tenir la caméra. Tout le monde s'en fout de toi. Sadie ne veut rien dire, mais elle a
Tais-toi. C'est ridicule. Je ne tuerai personne. Bien sûr, puisque c'est elle qui va te tuer. Tu vas mourir ici, seule, dans l'ignorance la plus totale. Maggie, tu es où? Tu vois, elle te cherche. Mais je ne veux pas mourir. Alors, prends le couteau. N'hésite pas, sinon, c'est fini pour toi. Maggie? Mais donne-moi ce couteau. S'il te plaît, donne-moi le couteau. Sûrement pas. Vas-y. Voilà, tu es seule maintenant. Seule à vivre dans ce bunker, sans aucun espoir. Allez, ouvre une bouteille pour fêter ça. Oui, une bouteille. Non, pas celle-là. Une plus ancienne, plus rare. Celle avec l'étiquette effacée. C'est sûrement un grand cru. Oh, c'est vrai que la bouteille est jolie. Mais elle a une drôle de forme quand même. Sûrement parce qu'elle est précieuse. Goûte-la. Le goût est un peu étrange. Elle n'a pas décanté. Bois, apprends à savourer. Oh, je me sens bizarre. Waouh! Quelle histoire! Tu as vu? Oula! Faut que je dégage d'ici vite fait.